L'IA ne remplace pas ta patte créative, au contraire, elle l'amplifie. Tu as peur que l'IA efface ta créativité, que ça rende ton travail trop générique, trop lisse, trop parfait. Je vais te montrer pourquoi l'IA demande plus de direction créative et pas du lâcher-prise, et pourquoi même le droit d'auteur confirme que c'est toi le vrai créateur. Hello, je suis Alex, le fondateur d'Humiros. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Notre mission chez Humiros, c'est d'accompagner la prochaine génération de créatifs qui intègrent l'IA dans leur quotidien professionnel. Ici, on publie régulièrement des vidéos sur la création et l'IA pour vous tenir à jour. Aujourd'hui, on va parler de la grande peur des créatifs, celle qui bloque 80% des créatifs que je rencontre. Si j'utilise l'IA, je vais perdre mon style, je vais perdre ma patte créative. Laisse-moi te raconter une scène qui se répète presque à chaque session. Quelqu'un arrive, les bras croisés, les sourcils froncés, le regard sceptique. Il a déjà son avis. L'IA, ça nuit à la créativité, ça va tout lisser, ça va rendre mon travail trop générique. Puis, on essaye de le convaincre, tant bien que mal, de commencer à bosser dans nos ateliers et on sort mi-journée, on construit un mood board ensemble, on affine les prompts, on corrige. Et là, en général, vers la deuxième heure, cette personne me regarde et lâche « Attends, mais en fait, c'est moi qui dirige tout ça. » Exactement. Cette peur de perdre cette patte créative, elle vient d'un narratif extérieur, les éditeurs de modèles d'IA, les médias et le discours qu'ils présentent l'IA comme une force autonome qui crée, qui imagine, qui invente. Mais sur le terrain, dans ton studio, seul face à ton ordinateur et à cette intelligence artificielle, face au projet client et au brief qu'il t'a laissé, l'IA ne fait rien toute seule. Dans cette vidéo, on va déconstruire cette peur ensemble. Je vais te montrer pourquoi l'IA amplifie ton rôle au lieu de le diluer. Comment tu gardes et même tu renforces ton identité créative en l'utilisant bien. On va parler de direction artistique, de process de création hybride, de retouches techniques et même de droit d'auteur. Alors accroche-toi, c'est parti. D'où vient cette peur ? Le discours qui influence sans que tu t'en rendes compte. La première chose à comprendre, c'est cette peur, elle ne sort pas de nulle part. Elle est alimentée. Les éditeurs de technologie, les GAFAM, les créateurs d'IA adorent te raconter que l'IA est autonome. Ils utilisent des mots comme « elle comprend »,« elle crée »,« elle pense ». Pourquoi ? Parce que ça vend. Ça fait rêver les investisseurs, ça excite les médias et ça justifie les valorisations à plusieurs milliards de dollars. Mais sur le terrain, l'IA ne fait rien sans tes instructions. Elle attend ta vision, elle dépend de ta direction. Le problème, c'est que la machine manie le langage. Et quand quelque chose parle, on a tendance à lui prêter des intentions humaines. On se projette, on confond production technique et agentivité intentionnelle, mais l'IA n'est pas un agent créatif. C'est une calculatrice ultra sophistiquée qui fait des paris probabilistes sur tes attentes. Elle ne comprend pas ce qu'est une main, elle ne sait pas que 3 doigts c'est bizarre, elle devine juste que statistiquement, dans cette position, dans ce contexte, il devrait y avoir quelque chose qui ressemble à ça. Le moment du déclic, ce qui est fascinant, c'est que pour les personnes les plus sceptiques, sont souvent celles qui tombent le plus amoureuses de l'outil une fois qu'elle l'essaye vraiment. Je pense à Nathalie, que j'ai eue la semaine dernière, une graphiste freelance. Elle est arrivée en formation convaincue que l'IA allait standardiser son travail. Elle pensait qu'il suffisait de taper une affiche vintage pour un festival de jazz et hop, comme par magie, tout est fait. Sauf que non. On a passé 2 heures ensemble à construire un mood board visuel, à détailler l'ambiance, la palette, les références stylistiques, les angles de vue. On a généré, sélectionné, retouché, affiné. Et là, elle a compris que l'IA ne décidait de rien. C'est elle qui contrôlait. Son regard a changé, sa posture a changé. Elle est passée de l'IA va me remplacer à l'IA me donne des super pouvoirs. Alors, comment on crée vraiment avec l'IA ? L'IA, c'est un stagiaire ultra disponible, ultra rapide. Imagine que tu embauches un stagiaire capable de produire 50 visuels en moins de 10 minutes. Ça sera impressionnant, non ? Mais ce stagiaire, il ne sait rien de ton projet si tu ne lui expliques pas tout dans les moindres détails. Tu ne lui diras jamais « fais-moi un truc cool pour le client ». Tu lui donneras un brief, des références, un cadre, des contraintes et tu vérifieras son travail, tu le corrigeras et tu l'affineras. L'IA, c'est exactement la même chose. Sauf que ce stagiaire, il n'a pas de bon sens, il ne devine pas, il exécute uniquement ce que tu lui dis. Aussi précisément que tu arrives à le formuler. L'avantage avec l'IA, c'est que ça ne coûte qu'une 50aine d'euros par mois contre minimum 800 €
pour une vraie personne. Le mood board sera ton meilleur allié. Avant de générer quoi que ce soit, il faut que tu te prépares. Avant le match, il y a l'entraînement. Il faut que tu rassembles 5-10 images qui capturent l'ambiance que tu veux. Pas juste le style visuel, l'ambiance, la lumière, les textures, le mood que tu chargeras dans l'outil. Aujourd'hui, Midjourney le permet avec ce qu'on appelle les images prompts. Et là, tes prompts vont devenir 10 fois plus efficaces. En fait, ça suit l'adage, une image vaut 1000 mots. Si vous mettez des images dans Midjourney, vous allez pouvoir économiser des milliers de mots dans vos prompts. C'est exactement comme quand tu brieferais un photographe ou une équipe de prod, tu vas pas les laisser comme ça dans la nature. Tu vas jamais te contenter de mots. Tu vas essayer de leur montrer au mieux et du mieux possible ce que tu aimerais avoir. Le prompt, c'est la direction artistique. Un bon prompt, ce n'est pas juste une phrase, c'est une instruction précise. Je te montre la différence. Un prompt rapide qui va avoir une image hasardeuse, ça serait une ville futuriste. Un prompt un peu plus précis, ça serait une vue aérienne d'une ville futuriste, néon noir, éclairage cyberpunk, violet et bleu, architecture brutaliste mélangée à des hologrammes, une pluie fine, un angle de 45 degrés, un grain photographique léger, une inspiration de Blade Runner et de Ghost in the Shell. Tu vois la différence? Dans le deuxième, on a une vraie direction créative. La première, elle laisse les résultats du modèle guidés par le hasard. Plus tu es précis sur les chiffres, les adjectifs, les références, les émotions, plus l'IA devient un outil puissant. Bon, ici on l'a fait en français, même si entre nous, Midjourney, sa langue natale, c'est l'anglais. Du coup, si tu as du mal à avoir tes résultats en français, tu peux toujours mettre un petit coup de traducteur avec ChatGPT, et là, même François Hollande pourrait l'utiliser en anglais. Le gros problème avec l'IA, c'est pas l'accès aux outils, c'est de savoir les intégrer efficacement dans ton process créatif. Chez Humiros, on accompagne les professionnels de la création à maîtriser l'IA de manière concrète. Des freelances qui débutent aux marques les plus avancées comme Kiabi ou Cézanne, en passant par des agences comme Glory Paris ou Mioche Studio. Si vous voulez un accompagnement adapté à votre niveau et vos besoins, le lien est en description. Allez, on continue. Le triptyque générer, trier, retoucher. Générer vite, c'est facile. Trier bien, c'est là le vrai boulot. L'IA génère à une vitesse hallucinante. Les professionnels estiment qu'un gain de 33% sur l'exécution de leurs tâches en général dans les métiers créatifs. Mais ce gain, il ne vient pas de la génération. Il vient de l'expérience et de la capacité à trier les résultats des images. Sur 100 images générées, peut-être que tu vas n'en garder que 5. Et sur ces 5, peut-être qu'une seule ne va vraiment matcher ta vision. L'artiste Instagram Ifonli disait dans une interview récemment avoir généré plus de 100 000 images pour sélectionner celles qui étaient vraiment pertinentes pour ses projets. Ton œil, c'est ça, ta patte, c'est ça, c'est ta capacité à reconnaître instantanément ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. L'IA produit, mais toi, tu restes le dernier juge. En plus, l'algorithme a des faiblesses. L'IA est nulle pour certaines choses, parfois vraiment nulle. Les mains, c'est presque devenu une blague dans le milieu. D'avoir 6 doigts sur des mains, 4 doigts sur des mains, des pouces tordus, des articulations impossibles. Sur les textes, l'IA, elle ne sait pas lire. Elle génère des formes qui ressemblent à des lettres, mais au final, ce n'est que du gribouillage et du charabia. La cohérence spatiale. Des perspectives, parfois, sont impossibles avec l'IA. Des ombres qui ne matchent pas les sources lumineuses. Et c'est là que tu vas intervenir. Car, avec des outils comme le remplissage génératif dans Photoshop, qui vont potentiellement t'aider dans ce travail, tu peux littéralement dire de corriger des espaces de l'image, comme corrige cette main, remplace cette veste par un t-shirt rouge. C'est toujours toi qui vois l'erreur, c'est toujours toi qui décide de la correction et qui valide le résultat, mais l'IA peut accélérer cette démarche. Ensuite, il faut ajouter ta signature esthétique. Une fois que l'image est techniquement propre, il reste le plus important, ta touche. L'étalonnage des couleurs, la cohérence des lumières, des textures, le grain, tous ces détails qui font une image, on sent qu'elle vient de toi. C'est exactement comme en photographie. Personne ne prend une photo brute de l'appareil photo et la publie directement. Tu retouches, tu harmonises, tu crées de la cohérence visuelle. Avec l'IA, c'est pareil. La génération brute, c'est juste la matière première. Ta patte, c'est ce que tu en fais après et c'est ça que les gens achètent. Enfin, il reste le dernier kilomètre. L'upscaling professionnel. L'IA génère souvent dans des résolutions assez moyennes, entre 1 et 2K de définition. Pour du web, ça peut suffire. Par contre, pour l'impression professionnelle, pour un 4x3 en ville ou un packaging produit, je suis pas sûr. Des outils comme Topaz ou Magnifique AI permettent d'augmenter la résolution sans pixeliser vos images, en recréant intelligemment des détails manquants. Là encore, tu dois rester à la supervision,
tu dois garder les résultats à l'œil, t'assurer et vérifier que toutes les textures sont cohérentes et que les détails ajoutés ont un sens. Ensuite, pour certains qui font de l'impression, il y a encore de la technique. Un des éléments techniques que 90% des gens ignorent, c'est que la plupart des images IA sont générées en RVB, optimisées pour les écrans. Mais pour l'impression professionnelle, on a souvent besoin de CMJN. Donc à ce moment-là, tu vas devoir ouvrir ton Photoshop, retravailler tes couleurs pour qu'elles puissent être justes à l'impression et que ce bleu à l'écran ne ressorte pas grisâtre sur le papier. Cette conversion, c'est encore une fois toi qui l'as fait et l'IA elle-même ne sait même pas que ce problème existe. Une fois que tu as fini, on passe à l'étalonnage final. C'est pas juste pour rendre joli, c'est pour créer de la cohérence visuelle qui raconte quelque chose, une ambiance, une émotion. Tu peux demander à l'IA de te corriger les balances de blanc, mais c'est toi qui décides si le résultat sonne juste. Et c'est ça qui va correspondre aussi à l'identité de la marque, à l'identité du client et à la patte que tu veux faire passer dans tes créations. Que dit le droit ? Le principe juridique de base. Un fait clair mais important, c'est que une image faite uniquement par IA n'est pas protégeable par le droit d'auteur. Pourquoi ? Parce que le droit d'auteur est réservé à l'expression de la personnalité d'un auteur humain. L'affaire Thaler v. Perlmutter, j'espère que je ne l'ai pas trop écorché, aux États-Unis l'a confirmé en 2023. Les créations purement algorithmiques ne peuvent pas être enregistrées au copyright, l'équivalent de leur droit d'auteur. Si tu tapes un prompt que l'IA génère et que tu ne touches rien, légalement, cette image n'est pas à toi. Elle revient en droit commun, tout le monde peut avoir un usage à la fois commercial et personnel de cette image. Alors, comment récupérer tes droits ? Pour qu'une œuvre générée par IA soit protégeable, elle doit intégrer une contribution humaine substantielle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? La sélection minutieuse, la retouche manuelle, l'assemblage, le retravail en profondeur de ton image représentent une contribution humaine substantielle. Après, le diable est dans les détails et l'argent chez les avocats. Le simple prompt, même sophistiqué, ne suffira pas. À un détail près, si par exemple tu travailles une illustration et que tu viens juste la dériver avec de l'IA, à ce moment-là, les droits d'auteur que tu as eu en amont de la génération IA se transmettent ensuite dans la chaîne. Je te donne un exemple concret. Tu génères un visuel pour un t-shirt mid-journée. Brut, il n'est pas protégeable. Donc ça veut dire que si tu le commercialises, n'importe qui pourra le recommercialiser à son tour. Mais si ensuite tu retouches les couleurs, tu corriges les défauts anatomiques, tu convertis les couleurs pour avoir un bon rendu d'impression, tu ajoutes des textures, du grain, tu recomposes certains éléments, là, tu as créé une contribution humaine substantielle et l'œuvre finale est protégeable. Elle t'appartient, enfin, légalement. Ce que ça révèle, c'est que le droit ne fait pour une fois que refléter une réalité créative. L'IA seule ne crée rien d'original. Ta patte créative, juridiquement, c'est elle qui transforme une sortie algorithmique en une œuvre protégeable. C'est ton choix, ta retouche, ton intention. Hop, juste petite pause. Peut-être que vous n'avez pas pris de notes sur tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Ne vous inquiétez pas, on a pensé à vous. J'ai mis une fiche récap complète en description avec toutes les informations qui sont partagées dans cette vidéo. C'est gratuit, tu peux la télécharger. Et si vous voulez suivre les actus spécialisés pour les métiers créatifs, abonnez-vous à la chaîne, on publie ce type de contenu régulièrement. On enchaîne. En conclusion, où en est-on ? L'IA générative est là. Elle n'est pas prête de disparaître et contrairement au discours anxiogène, elle ne va pas effacer ta créativité. En vrai, même si elle voulait, elle ne pourrait pas. Pourquoi ? Parce que l'IA ne décide pas, elle ne juge pas, elle ne ressent pas, elle ne produit que des options. Toi, tu choisis. Elle génère des variations que tu affines et elle propose des résultats bruts que tu finalises. Les 3 idées clés à retenir, c'est que 1. L'IA demande plus de direction créative qu'elle en a l'air. Le prompt, c'est de la direction artistique. Plus tu es précis, clair et visuel dans tes instructions, plus l'IA devient puissante. C'est comme diriger un stagiaire, ça demande de l'intention, de la clarté et du cadre. Deuxièmement, ta patte créative, c'est le triptyque génération, curation, retouche. Ton rôle, c'est de trier parmi certaines sorties, de corriger les faiblesses de l'algorithme et d'ajouter ta signature esthétique. C'est là que se joue ton identité artistique. Troisièmement, le droit confirme ce que tu sais déjà. C'est toi l'artiste. Une œuvre IA seule n'est pas protégeable. Pour qu'elle le devienne, elle doit intégrer une contribution humaine substantielle, ta contribution. Juridiquement, ta valeur ajoutée est reconnue et elle est même essentiel. Dans quelques années, l'IA deviendra peut-être l'équivalent du pinceau ou de l'appareil photo. Un outil évident qui met encore plus en valeur la singularité de chaque créateur. Personne ne dit qu'un photographe triche parce qu'il utilise son appareil et personne ne dit qu'un graphiste triche parce qu'il utilise
Photoshop. L'IA va probablement suivre le même chemin. Dans quelques années, on ne se demandera plus est-ce que c'est fait avec de l'IA, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que ça raconte quelque chose? Et pour répondre à ces questions, il faudra un créateur. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que cette vidéo t'a vraiment aidé? Est-ce qu'il y a encore des choses qui te freinent? Est-ce que la peur de perdre ton identité avec les outils d'intelligence artificielle a vraiment disparu? Dis-le moi en commentaire. Si cette vidéo t'a aidé à voir l'IA différemment, abonne-toi, active la cloche et like la vidéo. Tu peux aussi la partager à un créatif auquel tu tiens. Ça nous aide énormément à produire ce type de contenu gratuitement. Je mets en description toutes les ressources complémentaires sur les process IA, les outils de retouche et les aspects juridiques. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Alex Dumiros et n'oublie pas, l'IA ne remplace pas ta créativité, elle t'oblige juste à la revendiquer.